Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du podcast de The Free Agent où aujourd'hui on va aborder le Super Bowl. Le Super Bowl 55 qui débute ce dimanche avec une affiche de rêve. On a tous rêvé de cette affiche en début de saison. Les Tampa Bay Buccaneers qui seront à domicile pour la première fois de l'histoire. Une franchise va recevoir pour le Super Bowl. Les Tom Brady d'un côté, et puis les Kansas City Chiefs de l'autre côté avec Patrick Mahomes, le duel du GOAT contre le futur GOAT. Et aujourd'hui, on va analyser tout ça. On va essayer de rentrer dans le détail, d'essayer de comprendre et de vous donner les clés de ce Super Bowl. Et pour ça, j'ai mes trois agents, Mickaël, Damien et Lucas. Salut les gars, merci d'être là ce soir. Salut Charles, bonjour à tous. Salut Charles, salut à tous. Salut Charles, salut tout le monde. Donc messieurs, on va parler de cette affiche de rêve. Typiquement, on a eu des finales de conférence qui étaient absolument fantastiques, qui ont battu presque des records d'audience. La chaîne L'Équipe a donné l'audience de la finale de conférence entre les Packers et les Buccaneers. Ils ont atteint 300 000 spectateurs. Le record, c'est 408 000 spectateurs. C'est pour un Super Bowl. Donc dimanche, il y a peut-être moyen que ce record tombe. Parce que l'affiche est absolument fantastique. Alors on va essayer de décrypter chacune des deux équipes et on va commencer par les Kansas City Chiefs, les champions en titre qui vont tenter de réaliser un back-to-back, les premiers depuis les Patriots en 2003 et 2004. Alors Mickaël, moi je te pose la question, est-ce que ces Chiefs sont les favoris et pourquoi d'après toi ils peuvent être favoris de cette rencontre? Bah écoute Charles, favori, oui, je pense, clairement. Même si quand tu as Tom Brady en face, plus personne n'est vraiment favori à ce stade de la compétition. Maintenant, pour moi, les Chiefs sont sur la continuité de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ils sont ultra solides. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié avec eux cette année, c'est cette confiance qu'ils ont. Tu as l'impression que peu importe ce qui se passe dans le match, qu'ils soient menés ou pas, ils sont vraiment très sereins, ils sont sûrs de leur force et ils savent qu'ils vont aller chercher la victoire à la fin. Donc ça, c'est vraiment le point pour moi qui est déterminant avec ces Chiefs. Cette solidité mentale, justement, et cette capacité à jamais sortir du match, à toujours être présent et à aller chercher la victoire à la fin. Pour moi, Mahomes, c'est le symbole de ce point-là. Il est toujours là, il est toujours au rendez-vous, toujours très sûr de lui, très sûr de ses lancers. Même quand ils sont menés, il prend l'équipe sur son dos et il remonte le terrain. Il va envoyer ses receveurs marquer des points. Et je pense que c'est vraiment le point fort de cette équipe, c'est cette solidité mentale qu'ils ont affichée toute l'année, dans la continuité du titre finalement de l'année dernière. Oui, c'est ça, on les sent sur les mêmes rails que la saison dernière. La saison régulière a été... c'est passé sans encombre, il y a eu quelques petits blessés, mais franchement, à part un ou deux matchs où ils ont montré quelques difficultés, en play-off, ça roulait parfaitement bien et Mahomes, c'est vraiment le symbole de ça. Damien, toi, ton avis là-dessus, est-ce que pour toi aussi, les Chiefs sont favoris dimanche? Oui, ils le sont et ils vont pouvoir compter en plus de Mahomes sur quand même ce corps de receveurs absolument terrible avec Tyreek Hill qui est vraiment la menace toujours sur les gelons, qui toute la saison a été vraiment, on dirait presque qu'il monte en puissance. En particulier cette année, je l'ai trouvé vraiment, vraiment bon, peut-être même encore meilleur que l'an dernier. Et puis Travis Kelce, le meilleur tight end de la NFL. Et puis il y a The Athletic qui a fait un gros travail de stats très récemment qui montrait en gros, pour vous résumer, que Travis Kelce menait la NFL dans tous les compartiments du jeu sur ces 3 dernières années. Donc il a été partout et il va encore être partout pendant ce match. Je pense que c'est vraiment
Ça va être, je pense, le joueur peut-être le plus important à la réception. Et là où les Chiefs sont terribles, en fait, c'est qu'au-delà de ces deux gros joueurs, parce que beaucoup d'équipes ont deux gros receveurs, eh bien, eux, ils en ont encore plusieurs. Ils ont Sammy Watkins, ils ont Mecole Hardman. Voilà, ils ont une variété terrible en attaque qui leur permet d'être partout, tout le temps, d'avoir tout le temps des possibilités de lancer, de donner à un receveur qui est ouvert. Et ça, c'est vraiment un gros point fort. Ouais, tu parlais du coup de Travis Kelce et puis des receveurs. Tu as quand même oublié de mentionner Tyreek Hill, qui, lors du dernier match entre les Buccaneers et les Chiefs pendant la saison régulière, leur avait marché dessus. Il avait pris 200 yards en quasiment un quart temps. Il avait marqué 2 touchdowns. Alors, sans doute qu'il y aura une garde un peu plus rapprochée pour Tyreek Hill sur cette rencontre et que vraisemblablement il ne fera pas 200 yards en un seul quart-temps. Et effectivement, du coup, Travis Kelce, Hardman et Watkins auront un rôle à jouer dans ce match parce que ils vont pouvoir bénéficier de l'aspiration que va générer Tyreek Hill pour avoir des espaces supplémentaires. Lucas, on t'a pas encore entendu sur les Chiefs. Par rapport à ce que Mickaël et Damien ont dit, pour toi, effectivement, Travis Kelce et Patrick Mahomes seront les grands acteurs de ce match? Ouais, tout à fait, parce que souvent on entend, voilà, Tyreek Hill, c'est très spectaculaire, c'est très rapide, c'est vif, c'est tout ce qu'on veut, mais l'élément le plus important de cette attaque après Mahomes, c'est Travis Kelce, parce qu'il fait un travail énorme sur les tracés intermédiaires, courts et parfois même longs, et c'est là qu'on a besoin de lui. Et quand on combine ça à un Tyreek Hill qui tire le terrain par sa vitesse, ça devient tout de suite très compliqué pour les défenses de s'ajuster, ne serait-ce que de s'ajuster, parce que il y a des menaces qui viennent de partout, donc on peut couvrir deux receveurs, mais derrière, tu as encore des Mecole Hardman, des Sammy Watkins, des Demarcus Robinson, des Pringle, qui peuvent aussi faire des différences sur Special Team. Donc en fait, la menace vient de partout. La menace aérienne vient de partout. Donc c'est vachement compliqué, mais ouais, moi, c'est surtout Travis Kelce qui m'impressionne vraiment, et c'est pour moi l'élément le plus important après Patrick Mahomes. Mickaël, tu rejoins tes deux comparses là-dessus? Ouais, complètement. Et je voulais justement donner une petite stat sur Kelce. On l'oublie souvent, mais en face, il y a aussi un tight end de très très haut niveau qui est le Gronk. Même si cette année, on l'a moins vu, il a été moins en vue sur le côté réception et touchdown. Mais il faut savoir que le Gronk est le tight end sur toute l'histoire de la NFL qui a compilé le plus de réceptions, le plus de yards réceptionnés et le plus de touchdowns réceptionnés en playoff. Et le deuxième joueur, c'est Kelce. Il est deuxième sur toutes ces stats et il dépasse même le Gronk sur le nombre de matchs à plus de 100 yards en post-season. Donc c'est vraiment le duel aussi des tight ends. Et un peu comme du côté des quarterbacks, peut-être une passation de pouvoir de ce côté-là. Et pour compléter ce que disait aussi Lucas sur les receveurs, il faut savoir que, je ne sais pas si vous vous rappelez de la confrontation entre les Chiefs et les Bucks en saison régulière, mais Tyreek Hill avait fait un match exceptionnel. Il avait quasiment réceptionné 270 yards pratiquement, mais aussi parce que la défense des Bucks avait vachement facilité son jeu en fait, en ayant une défense avec un seul safety en couverture. Et les Buccaneers ont changé ça en fait à partir de ce match-là. Ils ont beaucoup plus joué avec deux safeties en couverture de zone, en plus des cornerbacks. Et c'est aussi ce qui a été un peu l'origine de leur succès. Et je pense qu'ils vont pas hésiter à le refaire parce qu'ils vont pas prendre le risque avec Tyreek Hill de jouer avec un seul safety qui couvre en zone, en profondeur. Oui, non, ça c'est sûr. Ça, je vois mal Bruce Arians refaire deux fois la même erreur. Damien, tu voulais ajouter peut-être quelque chose là-dessus? Ouais, j'ai revu ce match-là hier soir parce que voilà, j'avais envie de le revoir pour me préparer, me mettre dans l'ambiance et puis pour un petit peu mieux comprendre ce qui avait été fait et ce qui allait pas. Et c'est vrai qu'on voit vraiment Tyreek Hill en première mi-temps et c'est tout à fait juste ce que dit Mickaël par rapport à la couverture. Et on voit un petit ajustement en seconde mi-temps.
Et qui est-ce qui, quand il y a cet ajustement-là et que Tyreek Hill a un petit peu moins d'espace, qui est-ce qui ressort de suite? C'est Travis Kelce, sur des grosses réceptions en des routes plutôt médium ou plutôt courtes, mais des réceptions à chaque fois de 15-20 yards, et c'est vraiment lui qui ressort. Donc dès qu'il y a une grosse couverture sur Tyreek Hill, et ben derrière, il y a Kelce qui a des énormes espaces, et on ne peut pas laisser d'espace à Kelce, parce qu'il est bon partout. Voilà, il est puissant, il est rapide, il est sûr aussi, parce que c'est un joueur à qui on peut donner le ballon dans des situations compliquées, et on sait qu'il va l'attraper, qu'il n'y aura aucun problème là-dessus. Et ouais, et ça va être vraiment gros casse-tête là pour la défense des Buccaneers, hein, parce que comment défendre sur ça, là, comme ça, j'arrive pas à le comprendre, parce qu'il se retrouve dans une situation qui est vraiment compliquée, parce que s'il laisse de l'espace à Tyreek Hill, il va les dépasser, comme ça s'est passé au premier match. S'il bloque Tyreek Hill, alors il y a Mecole Hardman qui est pareil, qui est aussi rapide que lui, hein, voilà, qui peut leur mettre des gelons. Il y a Travis Kelce sur les routes médium. Voilà. Il y a Sammy Watkins pareil sur les espèces de routes médium où les tracés parfois un peu difficiles, où il faut vraiment bien s'ajuster. C'est vraiment très compliqué. Et c'est la grosse force en fait de cette attaque des Chiefs. Et bon, on en reparlera un petit peu plus tard en plus, mais les Chiefs vont avoir la chance de jouer contre une défense qui est très bonne face à la course. Donc, ça va forcément les mettre dans la position où ils vont probablement pas faire énormément de courses. Mais c'est pas un problème, c'est même une très bonne chose. Au final, la plus grande force de la défense, une des plus grandes forces, parce qu'il y en aura d'autres et on en parlera plus tard, mais une des plus grandes forces de la défense de Tampa Bay, ça va mettre en exergue la plus grande force de la défense de l'attaque de Kansas City. Et ça fait vraiment peur. Oui, Mickaël, tu veux rebondir sur ce que vient de dire Damien? Bah oui, parce qu'en plus Damien a totalement raison, c'est que en plus la défense des Buccaneers c'est l'une des meilleures de la ligue. Ils sont 5e, je crois, en défense de blitz, sauf qu'ils vont affronter l'un des meilleurs quarterbacks face à des défenses de blitz qui est Mahomes. Donc c'est un peu incroyable parce que on a l'impression que chaque force de chaque équipe peut être neutralisée en fait par l'autre équipe assez vite. Et ça va être un vrai duel. Et moi je le disais lors du dernier podcast. On parlait du match de l'année, et je pense que le match de l'année, en fait, est à venir. Je pense que c'est cette finale. Damien? Oui, je suis d'accord avec toi, Mickaël. Ça va être vraiment impressionnant. Et bon, on a beaucoup parlé de l'attaque, mais il va falloir parler de la défense de Kansas City, parce que c'est vraiment... Merci. Voilà. Merci. Si on doit noter un point où il y a eu une amélioration, où il y a eu une montée en puissance énorme par rapport aux années précédentes, et surtout depuis l'arrivée donc, de Steve Spagnuolo, c'est à ce niveau-là. C'est incroyable. Vraiment, la défense, en plus, et c'est lié à l'attaque, elle joue vraiment complètement libérée, parce que derrière, on sait qu'il y a Patrick Mahomes, et que même si on fait des erreurs, c'est pas la fin du monde. Ce qu'il faut, on n'attend pas que la défense des Chiefs fasse gagner les matchs. On attend qu'elle limite un petit peu le nombre de points marqués pour que derrière, l'attaque puisse prospérer comme elle le veut. Donc ça permet aussi une certaine liberté dans la façon de défendre, et une certaine agressivité aussi qui est très bien utilisée par Steve Spagnuolo. Avec au centre de ça, je trouve vraiment Tyrann Mathieu, vraiment un joueur qui m'impressionne toutes les semaines. Il est vraiment très polyvalent, il est partout, il lit tellement bien les jeux en défense. C'est vraiment un point vraiment central de cette défense de Kansas City. Lucas, je pense que tu voulais parler de Spagnuolo. C'est ça, c'est Spagnuolo, moi, qui... Je peux pas dire qu'il va me faire douter, mais c'est peut-être l'axe que les Bucks devront aussi bien négocier, parce qu'on sait que Spagnuolo, il aime bien, il adore même appeler beaucoup de blitz, donc, c'est-à-dire blitzer, c'est-à-dire rajouter quelqu'un en plus qui va descendre pour mettre de la pression, en plus des D-line. Mais face à un Tom Brady qui connaît la science du jeu mieux que personne, c'est aussi enlever une couverture derrière, donc c'est compliqué, et c'est là qu'il va falloir bien négocier. Il va pas falloir trop être agressif, il va pas falloir trop en vouloir, trop en faire, au risque de se brûler les ailes tout simplement, parce que Tom Brady, oui, c'est comme ça qu'on le met en difficulté, oui, c'est comme ça qu'on pourrait le faire déjouer, mais aussi on se découvrira énormément en envoyant ce type de jeu. Donc là, je pense qu'à l'heure actuelle, le staff défensif de Kansas City doit gratter la tête, doit se creuser les méninges, et il doit trouver la solution pour mettre Brady le plus possible en difficulté, sans pour autant se découvrir derrière, parce que envoyer un Tyrann Mathieu, envoyer un Snead aussi, le rookie,
cornerback qui aime beaucoup blitzer aussi. On se découvre automatiquement derrière. Et après, il faut assurer aussi derrière avec, parce qu'on en reviendra un peu plus tard, mais les Bucks sont bien armés aussi en termes de corps de receveurs de ce côté-là. Michael, pour toi aussi, Spaniolo et la défense des Chiefs va être au taquet pour aller mettre la pression sur Brady. Oui, surtout que l'une des défenses préférées des Chiefs, c'est justement d'avoir une cover, ce qu'on appelle une cover 0, c'est-à-dire aucun safety qui défend en zone en profondeur, c'est ça. justement de blitzer sur le QB adverse, et tous les autres joueurs derrière, les defensive backs sont en individuel sur leur receveur. C'est l'une des défenses préférées des Chiefs. C'est aussi une défense face à laquelle Brady a beaucoup de mal. Il a lancé la moitié de ses interceptions cette année face à ce type de défense. Donc ça, pour moi, ça va être une des clés du match. C'est comment Brady va réagir face à ça, sachant qu'il n'a pas été exceptionnel cette année face à ce type de défense. Et surtout, comment il va se comporter, parce que sur la fin de la saison, il a été extrêmement agressif dans son jeu de passe. Beaucoup de longues passes en profondeur. Il a fait marquer 10 touchdowns sur des passes profondes. C'est le double du deuxième quarterback sur la deuxième partie de la saison. Donc je pense qu'il va continuer son jeu agressif. Il l'a fait contre les Packers, avec pas beaucoup de succès, parce qu'on a vu aussi le nombre d'interceptions qu'il y a eu sur la deuxième période. Donc j'attends de voir comment Brady va réagir face à ça, et quel jeu il va adopter. Est-ce que ça va être un jeu très agressif ou un jeu plutôt safe avec de la passe courte, un peu comme il faisait du côté de New England? Damien, Lucas, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que Michael a dit? Oui, je pense que Lucas va vouloir répondre à ce que je vais dire, mais je suis moyennement d'accord avec lui. Je pense qu'il va falloir mettre beaucoup de pression sur Tom Brady, parce que on l'a vu justement contre les Packers. J'avais exactement ça en tête, Michael. Ça paye au final. On l'a vu vraiment, ces interceptions, c'est à chaque fois, il essaie absolument de tenter cette espèce de grosse passe, et j'ai trouvé justement que les Packers, en début de match, étaient un petit peu mous face à lui, et qu'il en a profité. D'entrée de jeu, c'était vraiment... Ça m'a frappé. D'entrée de jeu, j'ai eu l'impression que le match leur échappait, parce que justement, il mettait pas assez d'intensité sur lui. Et que du coup, Tom Brady, s'il a quelques secondes en plus, ou quelques secondes suffisantes, il a aucun problème pour lancer ce qu'il faut. Hein. C'est fou, hein. C'est incroyable. À 43 ans, il a ce bras, il est encore capable de lancer des très longues passes. Hein. Il l'a fait sans aucun problème contre les Packers. À chaque fois qu'il y avait un petit peu des situations pas très agressives ou avec un petit peu d'espace, il les a eues. Donc je crois vraiment l'épuiser, lui mettre une pression terrible, même si la ligne offensive des Buccaneers est bonne. En plus de ça, il y a Gronkowski qui se sacrifie à 100% pour lui et qui bloque de toutes ses forces. Donc oui, donc c'est à double tranchant, mais je pense que ça peut faire la différence. Lucas? Ouais, moi je rejoins totalement Damien. C'est ce que je disais, que c'est à double tranchant. C'est que ça peut aussi bien fonctionner et annihiler absolument cette attaque des Buccaneers. Hein. On a la preuve du match retour, du deuxième match sur les 3 confrontations entre les Saints et les Bucks. C'est comme ça que les Saints ont anéanti Tom Brady en lui mettant énormément de pression, en blitzant, et ça a marché. Mais après, c'est à double tranchant, ça peut marcher et ça peut aussi ne pas marcher. Moi, je voulais juste revenir aussi sur un autre, puisqu'on on souligne un peu les points faibles de cette défense, de cette équipe des Chiefs, si on peut dire ça comme point faible. Moi, ce qu'il faudrait pas aussi, c'est se faire rouler dessus à la course, parce que on l'a vu sur la deuxième période face aux Browns, quand les Browns se sont mis sérieusement à vouloir courir, mais pas beaucoup d'adversité dans ce secteur de jeu, et ça peut être très compliqué, parce que courir sur cette équipe des Chiefs, ça m'a l'air une mission totalement faisable, d'autant qu'on sait que Leonard Fournette est en pleine bourre et sur peut-être les meilleurs 3 matchs qu'il a fait de cette saison, ces derniers matchs-là. S'il parvient de ça à courir sur les Chiefs, à les épuiser, à mettre Mahomes de côté et à laisser Tom Brady un peu gérer ce match-là, je sais pas si on peut dire ça comme ça, en étant un game manager et en allant chercher le match simplement. S'ils se font rouler dessus, ce qui j'espère pas que ça arrivera,
ça peut être vraiment compliqué. Oui, Damien. Oui, je suis à 100% d'accord avec Lucas sur ce coup-là. J'avais trouvé vraiment Fournette décisif en fait contre les Packers. Et c'est vraiment ces courses qui les ont vraiment, vraiment mis à mal, plus que beaucoup de choses, avec évidemment leur défense sur les longues passes. Et ouais, c'est clair que c'est la faiblesse de Kansas City, maintenant on le sait. Hein. Et puis c'est aussi comme ça, en partie, que les Riders avaient réussi à les mettre à mal, hein, avec beaucoup de courses, en mettant Mahomes sur le côté. C'est la clé. Je suis à 100% d'accord là-dessus. Hein. C'est la clé. Et Fournette, bon, il a compris. Et je pense que Brady n'est pas pour rien là-dedans. Que voilà, tout le passé, on s'en fiche, quoi. On en fait table rase. Et puis maintenant, il est là. C'est un match après l'autre. Et il fait des gros matchs, en particulier. Je pense son match contre les Packers, il est exceptionnel. Et s'il refait un match comme ça promet. Hein. Ça va être vraiment compliqué pour Kansas City à ce niveau-là. Tu en penses quoi, Mickaël ? Bah écoute, j'espère que ça n'arrivera pas, tout simplement parce que, comme beaucoup de fans, j'ai envie de voir un vrai duel entre Mahomes et Brady. Et j'espère que les deux équipes vont utiliser le moins possible le jeu de course et qu'on aura vraiment du spectacle dans les airs plutôt qu'au sol. Donc j'espère qu'on aura vraiment un duel aérien entre les deux et le moins de courses possible, s'il vous plaît. Oui, non, c'est sûr. On attend ce duel avec impatience. Lucas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on enchaîne sur une autre question que j'aimerais vous poser à tous les trois ? Ouais, je vais juste rajouter un dernier petit point. L'autre point essentiel le point négatif des Chiefs, c'est aussi ce jeu à la course. Donc, le problème des Chiefs, c'est le jeu à la course du côté défensif, mais aussi du côté offensif. Ils n'arrivent pas à mettre un jeu à la course constant qui parvient à soulager Mahomes. Un jeu traditionnel, en tout cas, de course. Mais là où Eric Bieniemy fait un énorme travail, c'est qu'il parvient à installer un jeu à la course un peu fantaisiste. C'est pas uniquement le running back tel qu'il est nommé sur le depth chart, mais ça peut être des Tyreek Hill sur les jet sweeps, des screen pass sur Michael Hardman. Souvent, on voit Tyreek Hill avant le snap jouer en orbite, faire des motions en orbite derrière le coureur, et ça va déséquilibrer un peu cette défense des Buccaneers. Donc, si ça aussi, on y reviendra après, parce que les Bucks pourront bien défendre et auront les armes pour bien défendre, mais ce jeu à la course des Buccaneers, des Chiefs, devra se mettre en place à minima, parce qu'on sait, comme il l'a dit Damien tout à l'heure, c'est le véritable point faible de cette attaque de Kansas City. Très bien, excellent. J'ai envie de vous poser la question suivante. Hormis Mahomes, quel est pour vous le joueur clé qui va devoir faire un match exceptionnel dimanche du côté des Chiefs? Mickaël. Écoute, je réfléchis, je dirais Kelce. Pour moi, c'est le joueur qui va devoir être au rendez-vous. Damien, et j'espère que tu vas dire le joueur auquel je pense pour pouvoir enchaîner derrière. Tyrann Mathieu, à 100%. Yes, merci. C'est pour lui, encore une fois, l'occasion de montrer à quel point il est important dans cette équipe. Oui, je suis entièrement d'accord. On fera un petit focus sur lui là juste après parce que j'ai envie qu'on en parle. Et toi, Lucas, le joueur qui devra se sublimer, mis à part Mahomes? Pour moi, c'est Chris Jones, c'est le defensive tackle de Kansas City. Parce que s'il arrive à se un peu le pagaille dans cette O-line des Bucks, les coureurs ne pourront pas courir sur l'intérieur, donc dans la boîte entre les deux tacles, et il pourrait aussi mettre beaucoup de pression à l'intérieur de la ligne offensive des Bucks. Et c'est là où Tom Brady il aime pas, parce que la pression qui vient de ses extérieurs, on peut la contenir avec des pas de compension vers l'avant ou des pas latéraux, mais une pression qui vient du plein centre, c'est bien plus compliqué. Donc si Chris Jones, s'il arrive à faire un match fou, à annihiler les courses intérieures des Buccaneers, à mettre la pression sur Tom Brady, pour moi, il peut être un réel facteur X dans cette défense. Parfait, merci messieurs. Du coup, je reviens sur Tyrann Mathieu et qui est pour moi, du coup, si je dois donner mon avis, je rejoins absolument Damien. C'est si jamais on
si jamais sa performance est très bonne dimanche soir et que les Chiefs remportent un deuxième Super Bowl de suite, mis à part Mahomes, pour moi, c'est celui qui pourrait mériter d'être MVP parce que il a le cerveau qui fonctionne beaucoup plus vite que la ligne offensive adverse. Il arrive à lire les jeux du quarterback beaucoup plus rapidement, sans doute que le quarterback lui-même. Quand on regarde un petit peu ses interceptions et tous ses plaquages, on se rend compte d'une chose, c'est que il a déjà un temps d'avance. Comme si il avait il avait les yeux à la place du quarterback et qu'il savait très bien où le quarterback allait pouvoir lancer le ballon. Et on l'a vu sur des interceptions face aux Browns, notamment, où en fait, il avait déjà 1 à 2 mètres d'avance sur le receveur lui-même au moment de la passe du quarterback, de Baker Mayfield. Donc, je pense qu'il est construit différemment. Il est très très précieux, à mon avis, dans cette défense des Chiefs. Et dimanche, il aura vraiment son rôle à jouer parce que s'il arrive à prendre le dessus mentalement et sur le plan du jeu sur Tom Brady, les Chiefs auront fait, à mon avis, un très très grand pas vers la victoire. Alors, je vois que ça fait réagir un petit peu. Damien, est-ce que du coup, logiquement, tu me rejoins sur ce point-là? Oui, oui, c'est une grande surprise, hein. Voilà, je te rejoins. Quand on préparait justement le match entre les Buccaneers et Washington, je parlais de Chase Young comme un quarterback en défense. Bon, je pense que peut-être même encore plus, vu qu'il est quand même beaucoup plus établi. Tyrann Mathieu, c'est un quarterback en défense, comme tu as dit, il est partout, il lit tout, il a toujours un coup d'avance sur les autres. Vraiment, c'est un joueur qui m'impressionne et que j'adore regarder jouer. Vraiment, parfois, quand je regarde les Chiefs, et je les regarde très souvent, je regarde que lui en défense. Je suis tout ce qu'il fait. Vraiment, je trouve que c'est un joueur qui est passionnant à regarder jouer. Et il va avoir un rôle clé parce que de toute façon, comme les autres agents l'ont expliqué avec beaucoup de précision, sur les formations défensives, il va souvent être dans des positions où il va devoir aller chercher les interceptions et aller un petit peu assumer le secondary, quoi. Donc voilà, il va être très important et je crois en lui vraiment. J'ai très peu de doutes au sujet de à quel point il va faire un très bon match. Lucas, ton avis sur Tyrann Mathieu? Ouais, moi, je vous rejoins totalement. C'est quelqu'un que, pareil, j'adore voir jouer. Et là où il va être aussi très important, c'est que c'est un vrai leader. Parce que, comme vous l'avez dit, il lit le jeu, il lit tout ça, toutes ces petites assignations qu'il connaît et qu'il sait avant tout le monde. Mais ça, c'est aussi beaucoup de vidéos. Et ça montre que c'est un travailleur, un bosseur acharné. Et c'est un vrai leader. Et même sur la sideline, c'est souvent lui qui prend la parole quand ça va pas. On l'avait vu sur les images du Super Bowl de l'année passée face aux Niners. C'était lui qui remotivait ses troupes sur le dernier quart-temps quand fallait faire le stop nécessaire. Et c'est là qu'il va être aussi très important, c'est que c'est un vrai leader et il porte cette défense vocalement et techniquement, j'ai envie de dire. Ouais, absolument. C'est un leader, c'est un des vrais leaders de cette équipe. On va enchaîner avec leurs adversaires. On va parler des Buccaneers maintenant et de ce Tom Brady qui, à 43 ans, lance beaucoup mieux qu'un Tom Brady à 21 ou à 25. Il lance plus loin. L'âge n'a pas d'emprise sur Tom Brady. Il est encore plus beau que quand il avait 25 ans. Il lance beaucoup mieux. Il est encore plus leader qu'il l'était. Enfin bon, demain, j'ai le choix entre un Tom Brady à 25 ans et celui à 43. Je prends sans hésitation celui à 43 ans. Alors, Damien, on va commencer avec toi pour les Bucks. Ils vont jouer à domicile, même si il n'y aura pas les coups de canon pour chacun des potentiels touchdowns qu'ils marqueront. Mais est-ce que ça va leur conférer quand même un espèce d'avantage de jouer dans leur stade dimanche prochain? Oui, certainement, certainement. En plus, ça sera leur premier match de playoff à domicile.
Donc c'est quand même appréciable. Et puis ça va être aussi une expérimentation, hein, une espèce de laboratoire, vu que c'est la première. On va voir si ça influe de façon positive ou de façon négative sur l'équipe qui reçoit, même si on peut pas vraiment parler de Super Bowl normal au vu des conditions par rapport au coronavirus. Et bon, il y aura des fans des Buccaneers, évidemment. Il n'y aura pas que des soignants. Qui d'ailleurs, j'ai vraiment été impressionné, ou pas d'ailleurs, parce que c'est vraiment l'esprit solidaire américain que j'aime beaucoup, mais j'ai vraiment été impressionné positivement de l'idée de récompenser les soignants en les invitant au Super Bowl. En plus, chaque équipe avait la possibilité de faire venir plusieurs soignants de sa communauté. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Ouais. On rappelle juste, je te coupe là-dessus, on rappelle pour ceux peut-être qui n'avaient pas cette information-là que la NFL a décidé d'inviter 7500 soignants sur les 22 000 spectateurs qui seront présents dimanche soir au Super Bowl. 7500 soignants qui étaient en première ligne aux États-Unis contre le coronavirus. Et effectivement, on a vu des images du fameux avion des Patriots qui va pouvoir acheminer aussi des soignants pour le Super Bowl. Donc oui, bravo à la NFL pour ce geste et effectivement c'est vraiment très sympa de leur part. Donc je te laisse continuer, vas-y. Oui, voilà, ça va être pour moi, c'est vraiment une expérience, disons, ce Super Bowl, pour savoir est-ce que ça a un impact ou pas de jouer à domicile. Ça va avoir un petit impact, c'est sûr, parce qu'évidemment, ils seront chez eux. Mais non, je pense que jouer dans un autre stade, et c'est un petit peu, peut-être que c'est ma passion pour le football universitaire qui parle, mais ça a tendance à sortir les choses complètement de la saison régulière, hein. Ça marque encore plus le fait qu'on est dans un moment exceptionnel. Et c'est vrai que de jouer à domicile dans le stade où on joue toute la saison, c'est bien, mais j'aime l'idée d'un nouvel endroit pour un nouvel événement, pour un événement spécial. Je pense que ça permet de vraiment marquer la différence en termes psychologiques. Maintenant, attention, je ne m'inquiète absolument pas de l'aspect psychologique et de la capacité de Tom Brady et des autres à motiver leurs joueurs et leur faire comprendre de l'importance du rendez-vous. Attention. Voilà. Lucas, pour toi, les Bucks, ils ont les armes pour aller embêter les Chiefs? Pour moi, ouais, ils ont toutes les armes qu'il faut, aussi bien en attaque qu'en défense. Et puis, comme vous venez de le dire, je vais passer rapidement dessus, mais ils ont peut-être cet avantage psychologique, c'est qu'ils vont être dans leur vestiaire, hein, qu'ils ont vu pendant toute la saison, que voilà, ils vont s'entraîner. Ça sera les mêmes conditions qu'un match de saison régulière, même si l'enjeu sera bien évidemment plus gros que d'habitude. Mais ouais, pour moi, ils ont les armes aussi bien en attaque qu'en défense. Ils ont une super ligne offensive qui arrive à bien protéger Tom Brady. Ils ont un comité de coureurs qui, petit à petit, commence vraiment à s'installer comme une très, très grosse menace dans cette attaque. Et puis, ils ont tout ce corps de receveurs avec des Mike Evans, des Godwin, d'Antonio Brown. J'ai pas suivi les news, mais je sais pas s'il sera là. Il a raté la finale de conférence. Il a eu une petite semaine de repos. Donc je sais pas si ça sera ok pour lui, mais il y a beaucoup de monde. Il y a Scott Miller. On a vu que ça se trash-talkait un petit peu déjà dans les médias entre lui et Tyreek Hill. Donc ouais, ils ont toutes les armes qu'il faut. Et puis défensivement, c'est très très bon. Ils ont une ligne défensive avec des gros noms, des Shaquille Barrett, des Ndamu Kongsu, des Vita Vea qui a eu un impact énorme pour la qualification. Ils ont Jason Pierre-Paul qui aussi lui a fait un énorme match. Ils ont une doublette de linebacker avec Lavonte David et Devin White. Ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir embêter cette équipe des Chiefs. Alors Antonio Brown sera limité à l'entraînement aujourd'hui. Il souffre toujours de son genou, donc c'est déjà un pas en avant qu'il puisse se réentraîner. Maintenant, c'est les prochains jours et je pense le vendredi, jeudi, vendredi, samedi, qui vont vraiment décider de sa participation ou non. Et d'ailleurs, si on fait un tour des possibles absents, il y en a un autre qui
qui risque de manquer, ce sera Mike Evans du côté de Tampa Bay, où lui aussi il est blessé au genou. Michael, du coup, ton avis pour ces Bucks, est-ce qu'ils vont être en mesure d'arrêter cette attaque aussi des Chiefs qui marquent quasiment 30 points à chaque match, ou même s'ils sont menés, ils arrivent à revenir et ça ne semble pas poser problème aux Chiefs. Est-ce qu'ils ont toutes ces armes des deux côtés du terrain pour aller offrir une 7e bague à Brady? Écoute, déjà, côté attaque, je pense qu'on a la sensation qu'il suffisait juste d'avoir Brady dans son équipe sur ces 15 dernières années pour être champion. Donc oui, ils ont les armes, sans parler de tous les joueurs qui l'entourent. Concernant Brady, je tiens quand même à dire que tu en parlais au début de son âge, mais c'est quand même le premier quarterback de l'histoire à lancer 40 touchdowns en saison régulière après ses 40 ans. Il a battu le record de yards aussi pour un quarterback de plus de 40 ans, donc c'est juste phénoménal. Enfin, on a l'impression qu'il ne vieillit jamais. Maintenant, moi je pense que le vrai point, c'est cette défense des Bucks. Et il y a vraiment des joueurs très 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 intéressants, je trouve, dans cette défense. Moi, il y en a un que je retiens particulièrement, c'est Devin White. Je trouve qu'il est vraiment exceptionnel à son poste de linebacker. Il a sorti 9 sacs cette année. C'est un joueur un peu pour moi comme Tyrann Mathieu, qui pense avant l'attaque adverse, qui réfléchit à une vitesse incroyable, et on a la sensation que lui, de son côté, il voit le jeu à une vitesse ralentie et que du coup, il s'adapte plus vite que les autres. Donc ça, je le trouve vraiment exceptionnel, et je trouve que c'est vraiment la pierre angulaire de cette défense. Et autour, il y a du monde, il y a vraiment des joueurs intéressants, Carlton Davis, Antoine Winfield aussi, le safety. Donc je pense qu'ils ont les armes pour arrêter le jeu de passe de Mahomes. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que tout le monde va réussir à rentrer dans le match comme il faut? Moi, j'ai juste un petit peu peur qu'une équipe passe à côté. J'espère que ça n'arrivera pas. J'espère qu'on aura vraiment un vrai duel tout au long du match, et qu'aucune équipe ne passera à côté de sa rencontre. Ouais, en défense, tu as mentionné pas mal de noms. Il y en a un autre, un peu comme on a fait pour les Chiefs. Il y en a un qu'on devrait mentionner, c'est Jason Pierre-Paul, JPP, qui lui aussi a fait un match contre les Packers absolument fantastique, mettre la pression constante sur Aaron Rodgers. Damien, toi, est-ce que tu rejoins cette analyse-là de la défense, et puisqu'on peut enchaîner sur la défense maintenant des Buccaneers? Ah oui, c'est la clé absolue du match. Je pense que c'est encore plus que l'attaque, c'est leur meilleure unité. Quand on préparait le match contre les Packers, tu m'avais demandé est-ce que les Buccaneers peuvent gagner. Bon, j'avais répondu non au départ, je m'étais trompé, comme souvent. Mais je t'avais dit, s'il y a quelqu'un qui peut gagner ce match, en fait, c'est la défense des Buccaneers. Et c'est cette défense des Buccaneers qui est allée chercher ce match. Et il y a une raison à ça, c'est que Jason Pierre-Paul, comme tu as dit, et Shaquille Barrett, avec 5 sacs, et surtout avec 4 de ces 5 sacs en moins de 4 secondes sur Aaron Rodgers. C'est arrivé que 6 fois dans la saison. Je crédite encore une fois le travail de statistique et d'analyse qui avait été fait sur The Athletic. C'est là où j'ai trouvé cette information. Je trouve ça vraiment impressionnant, parce que ça va donner vraiment très peu de temps à Mahomes pour s'ajuster. Et ils lui ont fait vivre un enfer à Aaron Rodgers, en fait. Je dirais... ils l'ont vraiment mis au sol, ils l'ont vraiment empêché d'exister dans ce match. Et au final, ça sera un danger pour Mahomes aussi, même si évidemment il est beaucoup plus mobile que Aaron Rodgers. Mais quand même, il aura en plus à composer sans Eric Fisher, avec un tackle remplaçant, donc Mike Remmers, qui en plus, on parlait de passer à côté de son Super Bowl il y a quelques minutes, là, quand Michael l'a mentionné, il était complètement passé à côté du Super Bowl lorsqu'il était chez les Panthers, et il avait complètement abandonné Cam Newton, qui s'était fait massacrer et absolument dévoré par Von Miller. Et d'ailleurs, il y avait Von Miller qui avait été élu MVP de ce Super Bowl. MVP, exactement. Voilà. Et bon, bien joué Mike Remmers pour Von Miller, et bien joué Von Miller, mais bon, quand même, il a dit récemment, oui, c'est le passé, mais bon, c'est une situation qui est vraiment pas évidente pour lui. Là, il est lancé dans un Super Bowl. Certes, c'est un joueur d'expérience, mais quand même, à remplacer Eric Fisher, qui est très important, qui en plus est censé bloquer sur le blind side, le côté un petit peu que Mahomes ne voit pas justement quand il passe, l'espèce d'angle mort, qui est en fait le côté le plus important à bloquer. Donc c'est là où
c'est là où vraiment la défense des Buccaneers peut vraiment faire de mal à Patrick Mahomes et aux Chiefs. Lucas, tu peux enchaîner là-dessus aussi. Est-ce que tu rejoins cette analyse d'un point de vue de la défense? Ouais, totalement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en de toute façon, on le sait, hein, pour battre les Chiefs, faut jouer, faut les battre où est-ce qu'ils sont meilleurs. Et où est-ce qu'ils sont meilleurs, c'est à la passe. Mais moi, j'ai pas de doute sur la défense contre la course des Bucks. Mais le problème, c'est que c'est pas la plus grande menace que les Chiefs vont montrer dimanche. La plus grosse menace, c'est ce jeu à la passe, comme on en a parlé au début de l'émission. Et derrière, c'est un petit peu poussif. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est, comme l'a dit Damien, c'est mettre beaucoup de pression à Mahomes, et pas seulement mettre de la pression, il va falloir la mettre au sol, parce que on le sait que Mahomes, c'est un magicien, et qu'il est capable de tous les coups les plus improbables, mais il faudra le mettre au sol, parce que derrière, le backfield défensif ne m'inspire pas grande confiance. Le front seven est exceptionnel. Le front seven a toutes les armes, mais il devrait être accompagné d'un backfield, à minima, qui pourrait réguler cette escouade de receveurs des Chiefs. C'est pour moi le plus gros point d'interrogation. Est-ce qu'ils seront capables de faire ça? J'ai du mal à les voir faire ça. Ils sont jeunes, ils ont pas mal d'absents. On a Whitehead qui sera pas là. Ouais, ça va être la grande interrogation. Ça va être ce que je vais suivre de plus proche. Pas faire de pénalité, évidemment, c'est peut-être bête à dire, mais pas se tirer des balles dans le pied, ça va être compliqué. Ouais, l'expérience va peut-être être un facteur aussi dans ce match. Avec, alors oui, Brady a largement l'expérience, il a plus d'expérience à peu près que les deux rosters réunis. Mais effectivement, tu l'as souligné, il y a un effectif qui découvre aussi ce que c'est qu'un Super Bowl. Et est-ce que pour toi, Damien, cette expérience va pouvoir jouer en faveur du coup des Chiefs? Oui, certainement. C'est drôle comme les choses s'opposent, hein. Quand on repense à la dernière grosse confrontation entre Patrick Mahomes et Tom Brady, on avait exactement le discours inverse. On se disait, oui, alors les Chiefs sont une espèce de force émergente dans la NFL. Patrick Mahomes, c'est vraiment le quarterback qui monte. Mais est-ce qu'il va avoir assez d'expérience, et justement l'expérience de ces grands rendez-vous pour battre les Patriots de Tom Brady en finale de conférence? Et au final, ça a beaucoup joué quand même dans un moment clé. Maintenant, ouais, je veux vraiment insister sur ce qu'a dit Lucas. Tout à l'heure, il parlait de Chris Jones. Et en fait, je pense que tenir la poche va être vraiment au cœur du match. L'équipe qui arrivera à faire exploser la poche de l'adversaire arrivera vraiment à mettre à mal le quarterback adverse, même si évidemment c'est un gros duel aussi de modèles. C'est en fait une espèce de l'ancienne garde de la NFL avec Tom Brady, qui est vraiment le quarterback, pocket quarterback vraiment classique, vraiment le quarterback de poche, vraiment le parfait, l'archétype de ce type de joueur, et qui dépend donc énormément du fait que sa poche tienne. Et Mahomes, à l'inverse, c'est quand même un joueur qui est tout à fait capable, même si sa poche se brise, de décaler, de courir sur le côté. Même en général, même il est très fort en RPO, il est tout à fait capable quand il sent le besoin de faire une course, d'aller tenter la course, et en général, ça marche plutôt bien, notamment en play-off. Je trouve qu'il le fait beaucoup plus en play-off que pendant la saison régulière, et il est très souvent récompensé là-dessus. Ouais, il va falloir tenir là-dessus, et surtout, c'est vraiment ce tackle remplaçant là qui m'inquiète beaucoup pour Kansas City, et qui, je pense, va être surutilisé par les Buccaneers, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué dans leur match, notamment en playoff, c'est qu'ils ont identifié un point faible de leur équipe, et on l'a vraiment vu contre les Packers, parce que malheureusement, le cornerback des Packers était la risée de tout le monde après ce match. Il a été vraiment identifié comme la faiblesse, et ils ont martelé dessus tout le match. À chaque fois c'était même pas une surprise. À chaque fois, Brady lançait de son côté-là, avec peu importe quel receveur, et ça marchait à chaque fois. Ils sont très, 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 très forts pour identifier le match-up qui va être la clé du match, et en fait, marteler dessus. Et ils ont raison, parce que qu'est-ce que c'est un match.
Il y a pas de lendemain, c'est juste ce match-là, donc il faut vraiment tout donner dans ce match-là, même s'il est pas forcément beau, même si c'est pas forcément le jeu défensif ou même le jeu offensif le plus révolutionnaire. De toute façon, on leur demande pas de faire ça. C'est vraiment très classique, ça va être vraiment très classique au final, et c'est justement cet aspect classique et être capable d'identifier l'élément central qui va permettre de faire pencher la balance dans leur côté qui peut être un avantage énorme. Ouais, Kevin King, si tu nous écoutes, merci encore pour tout ce que tu as pu faire pour les Packers. Je pense que Michael ne t'en veut pas du tout. Alors, même question que pour les Chiefs. Mis à part Tom Brady, quel est pour vous, et je vais commencer avec Lucas, quel est pour toi, Lucas, le joueur qui pourrait mériter, en cas de victoire, d'être un MVP en puissance de par sa prestation? Pour moi, Michael en a parlé un peu tout à l'heure, mais pour moi, c'est Devin White. Parce qu'il a un volume de jeu énorme, il est partout au plaquage, au-delà même de ses turnovers, c'est un joueur exceptionnel. Et puis, il aura fort à faire parce que il devra en partie faire face aussi à Travis Kelce. Donc, s'il arrive à le réguler, à le shutdown, comme on dit, ce serait déjà une tâche énorme. Si en plus de ça, on sait avec les motions des Chiefs, ils font beaucoup de motions, c'est une des équipes de la NFL qui en fait le plus. Si il parvient à set de edge, c'est bloquer l'extérieur de la ligne, ça serait un travail énorme parce qu'il est très rapide. Hein, on s'en rend pas compte, mais il est très rapide. Et c'est peut-être le facteur X, le joueur qui pourrait embêter le plus les Chiefs de par son volume de jeu et sa rapidité aussi, parce que il peut courir après tout le monde et il peut faire un plaquage de l'autre côté de la sideline, et ça va être intéressant de le voir évoluer. Michael, toi, ton joueur un peu facteur X de ce match? Bah écoute, Lucas me l'a volé, c'est Devin White, c'est clair. Pour moi, Lucas. il est vraiment le joueur dans cette défense qui contrôle la défense et qui est vraiment le facteur X, justement, qui peut être le facteur X de ce match. Après, si je devais en citer un autre, ce serait Carlton Davis. Je trouve qu'il est vraiment exceptionnel en tant que cornerback. C'est un très bon joueur, très bon en homme à homme. Il va avoir fort à faire forcément parce qu'il y a du monde du côté des Chiefs. Mais forcément, son receveur sera aussi ciblé par Mahomes. Donc, il aura des opportunités de briller. Et si je devais parier après Devin White, c'est lui que je mettrais en facteur X de la rencontre. Et donc toi, Damien, pour terminer? Ce coup-ci, je vais faire le chemin inverse. J'avais choisi un joueur défensif, j'ai choisi le tight end, Gronkowski. J'ai vraiment été impressionné par lui contre Washington, et surtout à quel point il avait été important dans le bloc pour protéger Tom Brady. C'est pas un guard ou un tackle. Il n'est pas là pour complètement bloquer et donner aucune chance, mais il est là pour un petit peu gagner quelques petites secondes. Et en fait, ces quelques petites secondes, même si c'est une seconde, ça suffit largement à Tom Brady pour faire de la magie et pour laisser par exemple Mike Evans ou Chris Godwin prendre suffisamment d'avantages dans le match-up dans le secondary pour faire la différence. Et en plus de cela, contre les Packers, il a été vraiment décisif, et il a su se faire oublier et au bon moment, en fait, juste au moment où on se dit, ok, là, peu importe qui va recevoir cette balle, il faut vraiment pas le rater. Celui qui rate cette réception à ce moment-là, c'est certainement un turnover pour les Packers, et ça va donner une occasion de revenir, ça va donner vraiment l'avantage à l'équipe. Et à ce moment-là, vers qui se tourne Tom Brady? Gronkowski, une screen pass. Gronkowski gagne 29 yards de mémoire. C'est sa seule réception du match, c'est-à-dire qu'il s'est complètement fait oublier. Il a été visé qu'une seule fois dans le match. Il s'est fait complètement oublier. Il s'est mis complètement au service de son quarterback, de son autre, en fait. Tom Brady, c'est son autre. C'est vraiment son plus grand ami. Et il a été là au bon moment, et ça, dans un match comme le Super Bowl, c'est vraiment quelque chose pour lequel il va falloir faire très attention, parce que
oui, Tom Brady il a l'expérience, mais Gronkowski il est la même que lui, donc il sait très bien gérer ça, et ils vont très bien ensemble là-dessus, et il va être vraiment dangereux à ce niveau-là. Lucas, tu veux enchaîner? Ouais, mais juste, non, c'est rapide, mais c'est vrai que ce que Damien dit, ça s'est passé aussi sur la finale Rams-Pats. C'était un Gronkowski qui revenait un peu de blessure, voilà, on savait pas trop le niveau qu'il avait. Il s'était fait oublier tout le match. Et début du quatrième quart-temps, je crois, il sort une énorme réception entre trois défenseurs qui met les Patriots dans les 5 yards des Rams pour mettre le seul et unique touchdown de la rencontre. Ça va être pareil. S'il se fait oublier, il peut faire un éclat à tout moment. Et la magie entre ce duo historique peut opérer encore une fois et surprendre tout le monde. Damien, tu veux répondre à ce que Lucas vient de dire? Non, mais c'est exactement ça, je suis absolument d'accord avec lui. Et au moment où il a dit ça, j'ai revu ce moment exact, où je me rappelle exactement de ma réaction sur le canapé. Je me dis, mince, j'avais oublié. Et puis, il était tellement décisif au bon moment. Non, je voulais juste te dire que c'est la 14e fois qu'on va avoir un rematch au Super Bowl, donc un match qui avait été joué pendant la saison régulière, et que ça n'a pas forcément été à l'avantage des équipes qui avaient gagné la première fois. Donc, on a 6 victoires pour celles qui avaient gagné la première fois, et 7 victoire donc pour celles qui avaient gagné, qui avaient perdu. Donc ça va être sur ces statistiques-là, ça va être à l'avantage des Patriots. Et en plus, ils ont vraiment bien réussi ça contre les Saints. Et ils avaient été vraiment un petit peu, s'est vraiment fait dévorer. Et puis ils ont vraiment réussi à inverser complètement la tendance. Et c'est un des domaines dans lesquels je pense qu'ils peuvent être très très forts, c'est-à-dire que, et en plus ils vont avoir du film vu qu'ils ont déjà affronté les Chiefs. Voilà, ce que j'ai fait, ce qu'on a fait, ce qu'on va tous faire, de revoir ce match. Ils vont le faire des dizaines de milliers de fois avec tous les autres moments des Chiefs, et puis ils ont déjà de l'expérience de ce qui a été fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, même si évidemment c'est le Super Bowl, c'est toujours une autre dimension, mais quand même, c'était un moment où les deux équipes étaient à un niveau qui est, même si encore les Bucks sont encore bien montés en puissance derrière, qui était quand même assez intéressant et qui peut donner une grosse idée de quoi ils sont capables. Donc ça va être un élément important, je pense. Tu as fait un lapsus monumental en parlant des Patriots au lieu des Buccaneers. Ça veut vraiment tout dire pour le coup. Ça veut vraiment tout dire. Lucas, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, pour finir, peut-être le dernier facteur qu'on ne s'est pas trop attardé dessus, c'est que les Buccaneers arrivent là. J'espère qu'ils n'arrivent pas en fin de course et essoufflés, parce que faut pas oublier que ça va être leur 4e match, il me semble, et dont 3 à l'extérieur, donc il y a beaucoup de voyages. J'espère pas retrouver les Bucks au début de ce match un peu sur les rotules, un peu à bout de souffle, mais c'est quand même un facteur qu'il faut prendre en compte. Ils ont joué un match de plus, ils ont joué 3 fois à l'extérieur, donc ça peut être aussi compliqué. Michael, et puis après on enchaîne, j'ai une petite question à vous poser. Après. Non, mais je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Lucas. Bon, moi, je pense qu'il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Les deux équipes ont eu 2 semaines de repos, donc je suis pas inquiet. Je pense qu'ils ont eu tout le temps de se préparer. Et je vois pas une équipe, l'une ou l'autre d'ailleurs, arriver fatiguée sur cette rencontre. Pas du tout. Damien, un dernier mot Oui, je peux poser votre question. Je ralentis un petit peu ta question, je suis désolé. Mais oui, du coup, c'est vrai que comme nous, au final, on a pu se reposer et même un petit peu s'ennuyer parce que ça commence à faire long. On l'attend ce match, j'imagine que ça se ressent d'ailleurs quand on nous écoute. On est un petit peu passionné par tout ça. Oui, je pense aussi qu'ils vont se reposer et qu'il n'y aura aucun problème là-dessus. En plus, ils ont vraiment, c'est vraiment exceptionnel à ce moment-là de la saison de pouvoir se reposer comme ça. Et puis, c'est vraiment important, quoi. Oui, on a tous hâte. Dimanche dernier, ça faisait bizarre de pas avoir de NFL. D'habitude, il y avait le Pro Bowl. Bon, c'était sur console ce coup-ci, donc je pense que tout le monde est un peu passé à côté. Et bon, heureusement, il y avait un peu de NBA à des heures décentes pour combler ce vide. La question que je voulais vous poser, parce qu'on me l'a posée quand j'ai fait le débrief des finales de conférence avec Café Crème Sport notamment,
Est-ce que on aura quelqu'un d'autre que Brady ou Mahomes comme MVP dimanche? Qui veut commencer? Damien. Si les Buccaneers gagnent, il y aura un joueur défensif MVP. Je me positionne, je me mouille. Je l'ai fait par le passé dans les podcasts, souvent à tort. Donc ça va peut-être un petit peu nuancer et mettre un petit peu à défaut ce que je viens de dire, mais vraiment, j'en suis absolument convaincu sur ce coup-là. Si les Chiefs gagnent, ce sera Mahomes. Mais à part, je pense que Kelce va être aussi important que lui, donc ça va être difficile, mais entre les deux, ça sera pour Mahomes certainement. Parce que il faut pas se mentir, ça va en priorité vers le quarterback, même si quand il y a un ballottage entre les deux joueurs, même si j'adore les tight ends, je suis absolument fan des tight ends, je les vénère, je trouve que c'est le poste en attaque que j'aime le plus, mais bon, quand même, c'est le quarterback, en général, c'est celui qui gagne la récompense, quoi. Michael. Non, moi je crois que ce sera l'un ou l'autre. Je pense que ne serait-ce que pour l'image, à moins qu'un joueur défensif fasse un très gros match ou un receveur vraiment un match hors norme, mais ne serait-ce que pour l'image, je pense que l'un des deux sera récompensé en cas de victoire de son équipe. Ce serait trop beau d'un côté d'avoir Brady qui est MVP du Super Bowl et qui gagne une nouvelle bague et qui bat Mahomes, et de l'autre côté, pareil, si les Chiefs gagnent, Mahomes en MVP du Super Bowl face à limite à son, on pourrait dire à son mentor à distance, Brady. Donc non, ce serait dans les deux cas une trop belle histoire pour les Américains, et je crois pas qu'ils iraient récompenser quelqu'un d'autre que l'un de ces deux-là. Pour toi, Lucas? Ouais, c'est pareil. Je vois mal ne pas, si Brady fait un énorme match ou si les Bucks vont au bout, je vois mal la NFL ne pas donner ce trophée à Tom Brady. Après, c'est sûr que on aurait tous espéré que ce soit quelqu'un d'autre qui reporte avec ce trophée de MVP du Super Bowl. Ça voudrait dire qu'on aurait eu un énorme match. Mais ouais, comme a dit mes collègues, je vois pas quelqu'un d'autre qui pourrait se voir desservir ce trophée-là. On sait que le poste de quarterback, c'est peut-être le poste le plus important au foot américain, et qu'il n'y a pas vraiment de débat là-dessus, et que voilà, quand on fait la présentation des équipes, c'est l'équipe de Tom Brady et l'équipe de Patrick Mahomes. Donc je vois pas pourquoi ça serait quelqu'un d'autre qui devrait aller chercher ce trophée. Ouais, moi je pense que si les Bucks gagnent, je pense plus que si les Bucks gagnent, ce serait Tom Brady. Peut-être que si les Chiefs gagnent avec un énorme match de Tyreek Hill, peut-être un peu de return, je sais pas, 200 yards, peut-être que oui, peut-être qu'il l'aura comme on l'a vu avec Edelman il y a quelques années. Mais sinon, ça me surprendrait. Damien, ces réactions te font réagir. Oui, plus ou moins, je reste sur ce que j'ai dit, mais j'ai une interrogation pour vous. Je veux dire, c'est quelque chose qui me laisse un petit peu sans réponse pendant que je préparais tout ça. Je réfléchis et je me dis que c'est le Tom Brady et donc les Patriots qui ont infligé à Mahomes sa dernière défaite en playoff, en fait. Et je me demandais dans quelle mesure ça aura un impact sur ce match et sur l'aspect psychologique, et même tout simplement sur ce match en lui-même, parce que bon, évidemment les équipes sont plus les mêmes, mais ça reste quand même la dernière personne qui a réussi à faire ça. Donc ça me pose tellement de questions et j'ai pas la réponse, donc je suis ravi de vous écouter. Moi, j'avais répondu pareil. J'avais répondu que pour le storytelling, et ça rejoint ce que tu disais, Mickaël, je vois mal. Et en plus, si jamais c'est Mahomes, il sera le premier joueur depuis Emmitt Smith avant ses 26 ans à avoir 2 Super Bowls et un MVP. Enfin, ça serait complètement du délire. Mickaël, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Parce que j'ai encore une autre question à vous poser, les gars. Oui, mais sur l'aspect psychologique, je pense que ça n'aura pas d'impact. Je pense que c'est plus le même Mahomes non plus. Aujourd'hui, je le sens pratiquement inébranlable sur l'aspect psychologique. Même là, quand il a eu la commotion, il est revenu, on le sent confiant, il n'avait pas de doute sur son jeu, ça n'a pratiquement rien changé, on a l'impression, pour lui. Donc non, je vois pas d'impact à ce niveau-là. À mon avis, au contraire, je pense qu'il arrive surmotivé et surpréparé mentalement pour aller chercher ce Super Bowl, qui potentiellement peut être l'un des
plus important de sa carrière parce que ce sera, s'il le gagne, ce serait le deuxième. Et ce serait peut-être le début de ce qui pourrait devenir une carrière meilleure que celle de Brady. Donc, je le vois trop bien préparé psychologiquement et trop fort dans la tête pour penser à ça. Lucas, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Ouais, c'est ça. Au-delà des quarterbacks, s'il y a quelqu'un qui doit penser à ce match-là, finale de conférence 2018, c'est Frank Clark. Hein. C'est le GM qui avait fait le offside et qui avait empêché les Patriots d'aller au Super Bowl. Je pense que lui, il a quelques flashbacks dans la tête. Il va faire quelques cauchemars samedi soir. En tout cas, il faudra qu'il vienne préparer. Il ne faudra pas qu'il fasse une erreur comme il l'avait fait la dernière fois. Donc, s'il y a peut-être un dans cet effectif et dans ce groupe-là qui pourrait penser au match de 2018, pour moi, c'est Frank Clark. Dernière question. Si jamais les Bucks gagnent dimanche, est-ce que Tom Brady prend sa retraite? Damien? Oh bah non, certainement pas. Certainement pas. Même si je pensais que tu allais nous demander si jamais ils perdent dimanche, s'il prend sa retraite, et je vais te répondre non. Alors là, s'il gagne, encore moins, j'imagine. Je sais pas, ou pas. À vrai dire, peut-être que les deux le surmotiveraient de la même façon, puisque de toute façon, pour arriver à un tel niveau à cet âge-là, il faut être surmotivé dans un état d'esprit parfait en permanence. D'ailleurs, j'ai pas lu son livre TB12, et ça fait partie des livres que je vais lire très bientôt, je pense. Oui, non, il va continuer. Il va pas s'arrêter. Non, il peut pas. Je pense pas qu'il même mentalement, il peut pas s'arrêter. Il est trop accro. Non, il va continuer. Ouais. En plus, c'est vrai qu'il a dit qu'il allait jouer jusqu'à 45 ans. Donc effectivement, il lui reste encore 2 saisons. Lucas, toi, ton avis, est-ce que Brady va rendre les armes dimanche? Pour moi, non. Mais après c'est compliqué. Hein. C'est un compétiteur. C'est quelqu'un qui il n'a pas le cerveau, il n'a pas la même réflexion qu'on a, et c'est vraiment quelqu'un qui a soif de gagner. Je pense qu'il reviendra, peu importe comment le match se terminera dimanche. Là où j'espère que ça arrivera pas, c'est une fin comme malheureusement Drew Brees, un peu compliquée. Si pour moi il peut finir au top, ça me surprendrait pas qu'il prenne sa retraite après une victoire dimanche. Après, forcément, on aimerait bien le revoir et le revoir compétitionner pour aller chercher une nouvelle bague et battre encore un peu plus le record et s'éloigner de tout le monde comme un véritable extraterrestre. Mais après, moi, j'aimerais pas qu'il fasse un trop et j'aimerais pas qu'il parte un peu sur des têtes basses, sur les rotules, un peu à bout de souffle. Ouais, c'est quelque chose de très compliqué pour les sportifs de haut niveau. On peut, tout sport confondu, savoir partir essayer de partir sur une bonne note et laisser une bonne image. Et je pense que les livres d'histoire de sport sont remplis d'exemples de joueurs qui n'ont pas forcément réussi à partir comme ils l'auraient souhaité. Michael, toi, il continue du coup? Bah, écoute, vu ce qu'il a déclaré, je crois. Maintenant, je préférerais le voir partir un peu comme Jordan sur le dernier shoot face à Utah, c'est-à-dire avec le Super Bowl et avec la bague. Et puis, comme disait Lucas, on aimerait bien le voir revenir et puis qu'il revienne à ses 50 ans, qu'il retourne dans une équipe et puis qu'il nous refasse un run jusqu'au playoff. Pourquoi pas, ce serait la belle histoire. Maintenant, c'est comme tu le disais, je pense que c'est compliqué pour eux d'avoir passé toute ta vie à jouer et de te retrouver du jour au lendemain à ne plus faire ce que tu aimes le plus au monde. Je pense que c'est une décision très difficile. Et Brady est un vrai compétiteur et c'est encore plus dur de partir quand tu vois que tu es encore au Super Bowl, quoi. Tu es encore là, tu es encore l'un des meilleurs et tu es encore capable d'aller gagner. Donc non, je pense que c'est compliqué. Et je pense aussi que Brady, dans sa tête, a envie de marquer l'histoire encore plus et de montrer que vraiment il est le meilleur de tous les temps et de manière indiscutable. Donc je pense qu'il reviendra. Damien, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit Michael. C'est vrai que ça serait beau et ça serait presque, bon, je ne vais pas dire judicieux, parce que bon, il ne faut pas non plus à 43 ans, le risque de se blesser de façon durable est réel, quoi. Donc c'est beau de s'arrêter sur un bon moment, mais vraiment, non, je le vois pas s'arrêter. En plus, il est terrible.
il est terrible. Parce qu'il avait dit, oui, je vais continuer jusqu'à 45 ans, et maintenant qu'il approche de ses 45 ans, il a dit, je vais continuer jusqu'à plus de 45 ans, et puis quand il aura 47 ans, il va dire, je vais arriver jusqu'à 50, et puis après, qui sait, on verra bien d'ici là, mais on sent qu'il veut pas arrêter. Il veut pas arrêter, et puis voilà, les résultats lui donnent pas envie d'arrêter. Et puis, même s'il avait eu des mauvais résultats, comme l'an dernier, par exemple, il n'y a aucun problème. Il rebondit et l'année d'après, il va dans une autre conférence et il amène l'équipe au Super Bowl pour la première fois en plus de 15 ans. Et puis voilà, il se met dans une position de remporter le Super Bowl. Voilà, c'est incroyable. C'est un exemple d'état d'esprit, je pense. Il y a beaucoup à apprendre de ça, énormément. Et je regarde ça avec beaucoup, beaucoup d'admiration au fil des ans, donc encore plus. Voilà, c'est vrai que je vais faire une petite confession. Quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé, je faisais partie de ceux qui n'aimaient pas Tom Brady. J'adorais le détester, mais vraiment, en grandissant, non, aujourd'hui, j'ai que de l'admiration pour ce joueur et il m'impressionne, voilà. Il nous impressionne tous et on savoure chaque moment où on le voit jouer sur un terrain de NFL. Je vais rester avec toi, Damien, pour conclure l'analyse de ces deux équipes. Un pronostic, même si on sait que tu t'es planté sur quasiment toute la ligne pendant toutes les playoffs. Du coup, à ceux qui écouteront et qui veulent miser dimanche, faites l'inverse de ce que va dire Damien. Donc Damien, ton pronostic pour dimanche ? Kansas City Chiefs, sans hésitation. Voilà. Ah, merde. Non, j'ai hésité à dire l'inverse pendant quelques secondes pour espérer que ça se passe. Non, je suis pas dans une position de fan, mais je pense que quand même, non, ils sont favoris. Maintenant, ça va se jouer à vraiment pas grand-chose parce que les deux équipes se contrebalancent parfaitement et il va y avoir très très peu, encore plus pour les Buccaneers. Il va vraiment pas falloir rien lâcher, quoi, mais vraiment pas une petite erreur, même s'il y a la moindre petite erreur, elle va être exploitée par Kansas City. Et c'est encore une fois, je me répète là-dessus, mais ça m'obsède en ce moment. Je me suis dit à quel point en 3 ans tout a changé et l'espèce de momentum et l'espèce de comment dire de hiérarchie s'est complètement inversée, où on se disait il faut pas que les Chiefs se fassent la moindre erreur contre les Patriots, c'est impossible, le moindre petite erreur, il faut vraiment qu'ils sortent le match parfait pour les battre, parce que les autres sont tellement complets que sinon ça serait impossible. Et là en fait on arrive à dire la même chose des Chiefs, donc ça en dit long sur à quel point ils sont devenus la meilleure équipe de la ligue et une dynastie en devenir. Donc ouais, voilà, c'est quelque chose qui m'obsède en ce moment et qui m'impressionne énormément pour Kansas City. Michael, ton pronostic ? Écoute, vu le pronostic de Damien, du coup, je vais dire Tampa Bay 2-3 points, je pense. Un écart un peu serré. Mais au-delà de tout ce qu'on a dit, au-delà de toute l'analyse qu'on a pu faire, je sais pas, j'ai cette sensation que tout est en train de s'aligner pour que Brady aille chercher cette bague supplémentaire et qu'il marque encore plus l'histoire. Je vois ça vraiment comme ça, donc je dirais Tampa. Et enfin, Lucas. J'aurais adoré voir Tampa remporter ce match. Pour moi, les Chiefs sortiront vainqueurs dimanche. Mais ouais, moi, peu importe le vainqueur, j'ai pas d'énormes préférences. J'espère juste avoir un super match et ouais, qu'on prenne beaucoup de plaisir pour ce dernier match de la saison, parce que mine de rien, après, on va avoir quelques mois sans football et ça va faire bizarre. Donc je parie les Chiefs, j'espère un beau match. Et même si les Bucks gagneront, je serai tout aussi content de voir Tom Brady soulever ce septième trophée pour lui. Et voilà. Damien, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, je vais faire fi de ce qu'a dit Lucas, parce que j'ai pas envie de penser au fait qu'on va plus avoir de football pendant quelques mois, même s'il y a la draft. Je suis pas prêt, je fais un déni comme Tom Brady, je veux pas que ça s'arrête. Mais je pense, et j'en profite avant qu'on quitte ce match, l'importance des kickers, et en particulier, je pense, de celui des Chiefs. Si le match est serré comme on pense tous qu'il va être, plus ou moins, je pense que justement, il va vraiment pas falloir lâcher ces points-là. Et les kickers risquent d'être très importants et peut-être décider le Super Bowl, et je l'imagine un petit peu comme ça d'un côté.
Oui, d'autant que les conditions climatiques qui sont et ça c'est bon, normalement c'est le travail de Mickaël, le point météo, mais j'en profite. Il me semble qu'il y a de la pluie qui est prévue sur Tampa Bay dimanche, donc oui, ça aura son importance. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé pendant l'analyse, mais bien entendu, les conditions climatiques, vu qu'on est dans un stade ouvert, auront leur rôle à jouer. Donc, je vais laisser quand même la parole à notre Evelyne Delia nationale. Michael, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Oui, bah écoute Charles, je confirme ce que tu dis. Apparemment, de la pluie est attendue du côté du Raymond James Stadium et peut-être même un peu d'orage. Donc, on verra. Ça peut vraiment changer les conditions du match, surtout pour des équipes qui basent le principal de leur jeu sur la passe. Donc, on verra. Mais s'il pleut, oui, ça peut nous changer un peu la rencontre. Lucas, tu veux rajouter un point météo? Non, pas en point météo, mais quand Michael a parlé d'orage, j'ai eu cette image dans ma tête d'un scénario fou où le match s'arrêterait, durerait jusqu'au bout de la nuit et Tom Brady qui ferait un comeback au retour des vestiaires. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette image-là, donc on verra si ça se passe comme ça. En tout cas, ouais, on espère que les conditions météo n'influenceront pas énormément le match. Ça serait dommage quand même qu'on doive éliminer un peu ce jeu à la passe qui enlève énormément de spectacle, évidemment. Ouais, moi, en parlant d'image, moi j'ai eu une image où Brady lance un touchdown et au moment où il lève les bras pour célébrer, il y a un éclair qui tombe derrière. Enfin voilà, tu vois, c'était plutôt ce genre d'image que j'avais en tête. Ce serait dantesque. Enfin les photos là, les photographes, il faudrait que là, j'achète la photo et je l'encadre à vie. Merci messieurs pour l'analyse. Pour conclure, on va essayer de retourner en arrière parce que c'est le Super Bowl et comme je vous l'ai demandé pour chacun des tours de ces playoffs, je vais vous demander à chacun un Super Bowl qui vous a marqué. On va commencer avec toi, Michael. Quel est le Super Bowl qui t'a marqué? Alors déjà, avant de vous parler du Super Bowl qui m'a marqué, il va falloir qu'on monte dans la DeLorean, comme dans Retour vers le futur, puisqu'on va repartir sur la saison 2001. Et je sais, Lucas, que pour toi, c'est une saison qui ne t'a pas marqué, puisque je crois que tu n'étais pas né encore. Mais il faut savoir que sur cette saison 2001, il y a eu un événement qui a été assez fou, puisque les Patriots avaient comme quarterback Drew Bledsoe, qui s'est blessé très tôt, je crois que c'était à la 3e journée, et il a été remplacé par un tout jeune quarterback qui était issu d'un tour très très lointain de la draft, le 6e, Tom Brady, et qui a guidé en fait cette équipe jusqu'au Super Bowl face aux Rams de Saint-Louis à l'époque. Ils n'étaient pas encore revenus à Los Angeles. Et ils ont, sur ce Super Bowl, remporté le Super Bowl. Ils ont battu les Rams, alors que les Rams avaient une équipe juste incroyable. Le quarterback, c'était Kurt Warner. Il avait en receveur Torrey Holt, Isaac Bruce. Il avait un running back qui, pour moi, était juste incroyable. C'est Marshall Faulk. Et malgré tout, Brady et l'équipe des Patriots, et Bill Belichick aussi, ont remporté le Super Bowl, le premier Super Bowl de Tom Brady, qui avait été nommé MVP du match. Et pour moi, c'est un peu un Super Bowl iconique parce que c'est vraiment le premier Super Bowl que j'ai enregistré à l'époque sur cassette VHS avec le magnétoscope, un truc que beaucoup de gens ne connaissent même pas. On t'enverra des photos de ce que c'est, Lucas, si tu veux, pour illustrer ce que c'est qu'une VHS. Non, mais c'était voilà, pour moi c'était le premier Super Bowl que j'ai enregistré. J'étais adolescent et je me suis levé le lendemain pour le regarder et c'était fou et je garde beaucoup de souvenirs de ce Super Bowl. Il y avait un reportage même qui était passé à la mi-temps sur Marshall Faulk, qui était un running back incroyable. Et malgré tout, les Rams avaient perdu, ils s'étaient inclinés. Ils avaient tenté le comeback en fin de match, mais ils n'avaient pas pu revenir sur les Patriots. Très bon choix. Très très bon choix avec cette image où on voit Tom Brady qui se tient la tête quand les confettis tombent et qu'il a la casquette et le t-shirt du vainqueur. Ouais. C'est ouais. Une photo iconique aussi. Lucas, puisque on parle quand même beaucoup de toi dans ce podcast, quel est ton Super Bowl qui t'a marqué? Ça va être évidemment beaucoup plus récent. Moi, c'était
le Super Bowl 52, il me semble, entre les Philadelphia Eagles et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Je sais pas, c'était pas de relation particulière avec chacun des équipes. J'étais devant le match, j'ai adoré voir ce match-là. Je suis passé par plein d'émotions. J'ai vu un trick play fantastique avec Nick Foles, le fameux Philly. Ouais, moi j'ai beaucoup de spectacles en attaque. Ça partait dans tous les sens. Un Tom Brady qui lance pour un peu plus de 500 yards, il me semble. Ouais, c'est rare d'avoir un match, un Super Bowl aussi ouvert. Et là, par chance, on en a eu un comme ça et j'ai beaucoup aimé. J'ai encore de très bons souvenirs de ce match-là. Ouais, je me souviens moi aussi avoir vraiment pris du plaisir à regarder ce match, au-delà de la défaite des Patriots, mais de voir cette équipe des Eagles emmenée par ce quarterback remplaçant, Nick Foles, qui a tenté des choses et qui ont réussi à tenir face aux mastodontes qui étaient les Patriots. Damien, pour terminer, du coup, ton moment préféré des Super Bowls. Alors moi, c'était mon tout premier Super Bowl, c'était en 2013, c'était donc les Ravens contre les 49ers, ce qu'on connaît comme le Harbaugh Bowl, donc entre Jim Harbaugh et John Harbaugh. Voilà, à l'époque, je savais pas qui étaient Jim et John Harbaugh. Aujourd'hui, je connais beaucoup mieux John Harbaugh et encore mieux Jim Harbaugh puisqu'il entraîne cette équipe qui se trouve au nord du campus de celui d'Ohio State, comme on dit, qui commence par un M et qui finit par un N. Voilà, je ne la nommerai pas. Michigan, voilà. Voilà, merci de l'avoir nommé pour moi. Et voilà, c'est deux hommes que j'ai appris au-delà de la plaisanterie sur la rivalité entre Ohio State et Michigan, c'est deux hommes, en particulier Jim, que j'ai appris à vraiment adorer. C'est deux compétiteurs exceptionnels qui viennent d'une famille de football magnifique. C'est vraiment, je fais pas partie de ceux qui n'aiment pas Jim Harbaugh. Vraiment, j'aime beaucoup son état d'esprit très positif. J'apprends énormément de lui et même de John d'ailleurs et de leur père. J'écoute très souvent leurs discours et leur speech avant les matchs. C'est une famille qui m'a beaucoup marqué, disons, et que j'aime beaucoup écouter. Et puis en plus, le match était exceptionnel. Mon premier Super Bowl, et quel Super Bowl! Les Ravens qui mènent à 22 points d'écart, et là se passe ce dont vous rêviez tout à l'heure, la coupure, la fameuse coupure. Elle a été réelle cette fois-ci. Je ne sais pas si elle sera réelle en Floride, mais là, on a eu donc la fameuse coupure d'électricité pendant 34 minutes. C'était vraiment, pour le coup, aujourd'hui, j'en rigole et c'est quelque chose que je garde un souvenir, mais sur le coup, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment surprenant et puis je devais encore une fois me lever pour aller. À l'époque, j'étais au lycée, c'était pas très grave, c'était pas très important, mais désolé pour tous les professeurs et tous les. Ouais, non, on rappelle que c'est important d'aller à l'école et tout ça, hein. Oui, non, l'école est très importante pour moi, mais disons, je veux dire, voilà, j'avais cours le lendemain et donc je dis, voilà, bon, déjà je reste réveillé jusqu'à 4-5 heures du matin, demain je vais être fatigué, si en plus il n'y a plus de courant, là c'est insupportable, et puis derrière les 49ers qui reviennent, et puis au final les Ravens qui réussissent à l'emporter, c'était vraiment incroyable. En plus, pour finir sur ce match et pour faire le lien avec l'école, je dois absolument tout à mon professeur d'anglais de l'époque au lycée, monsieur Julien Lacroix, si jamais il nous écoute, qui nous avait fait 2 trimestres entiers sur la NFL et qui nous avait vraiment expliqué toutes les règles, qui nous avait expliqué tout ce que ça représente aux États-Unis. On avait dû préparer un Super Bowl, c'était vraiment incroyable et c'est grâce à lui que j'ai regardé ce match. En fait, c'est grâce à lui que j'ai commencé la NFL parce que j'avais entendu parler du college football pour d'autres raisons, mais vraiment la NFL où j'ai vraiment commencé à regarder, c'était ce moment-là. Et c'est grâce à lui au final, et j'ai jamais arrêté, quoi. Donc ce match est cher pour moi pour de nombreuses raisons. Voilà. Ouais, Michael, tu voulais rebondir sur ce qu'a dit Damien? J'ai juste un commentaire. On n'a pas eu les mêmes cours, en fait, j'ai l'impression. Non, c'est clair. Personne ne m'a jamais parlé de la NFL. Ah, moi non plus. Non, mais je suis très chanceux, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu en parler et dire son nom si jamais il nous écoute. Peut-être c'est un fan des Chicago Bears. Et alors, il nous parlait toutes les semaines des Chicago Bears, c'était vraiment incroyable. Du coup,
par opposition, vu qu'on s'amusait à le taquiner, j'avais commencé en étant fan des Packers parce que c'était pour l'embêter. Mais voilà, c'est vrai que... Et du coup, on regardait des morceaux de match en classe, les finales de conférence, les playoffs, c'était vraiment incroyable. C'est pour ça que j'ai un gros souvenir de ce Super Bowl, parce que j'ai découvert tout au long de l'année grâce à lui, et je me suis régalé. En plus, c'était vraiment assez fou, quoi. Moi, je suis jaloux pour ma part. J'avoue que ouais, j'aurais bien aimé avoir ça en cours d'anglais aussi, mais bon, on n'a pas tous eu les mêmes professeurs au même moment. Merci messieurs. On rappelle bien entendu que donc le Super Bowl c'est dimanche, qu'il est à suivre. Vous avez le choix. Si vous êtes abonné BeIN, il sera sur BeIN Sport 1 à partir de 23h30, je crois, la prise d'antenne avec Rémi Reverchon notamment. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés sur BeIN, rendez-vous sur la chaîne L'Équipe qui va proposer du coup le Super Bowl en clair à partir de minuit, je crois, la prise d'antenne, et pour ceux qui ne veulent pas veiller et qui veulent attendre le lendemain, la chaîne L'Équipe va rediffuser le Super Bowl à partir de 9h du matin et aussi à 13h dans la journée. Donc vous aurez toutes les chances de pouvoir regarder ce Super Bowl. Michael, oui, tu voulais dire quelque chose? Je voulais rajouter que tout le monde pourra retrouver aussi notre résumé du Super Bowl juste après la finale, justement en ligne, pour ceux qui n'auraient pas pu veiller pour voir le match. Super. Et en fait, ça fait pile poil la transition avec ce que je voulais dire. Toute cette semaine, on vous fait un peu une semaine spéciale Super Bowl. On a fait pas mal de petits articles sur le site. On a retracé l'histoire du Super Bowl, on vous a expliqué ce que c'était que le Super Bowl, d'où provenait le nom, et on a choisi un Super Bowl par décennie. On a déjà sorti quelques épisodes, et notamment aujourd'hui avec un Super Bowl pour les années 90, et notamment Brett Favre. Je pense que le choix était un petit peu orienté quand même de la part de Mickaël, mais bon, bref, c'est pas... À peine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site, il y a pas mal de contenu autour du Super Bowl. On a essayé de vous faire ressentir cet événement qui est un événement planétaire, qui est le summum d'une saison de NFL, mais qui est aussi le summum de l'entertainment, comme ils le nomment aux États-Unis. Il y aura le show à la mi-temps avec The Weeknd, et il se murmure que les Daft Punk seraient en lice. Donc la France sera représentée aussi au Super Bowl, en attendant, qui sait, un jour, d'avoir un joueur. Messieurs, je vous remercie pour cette analyse vraiment de très très grande qualité. On a fait un podcast qui va être un peu plus long que la normale, mais c'est le Super Bowl, donc on peut se permettre ça. On se retrouve bien entendu pour d'autres podcasts NFL, spécial NFL. On verra ça peut-être du côté du mois d'avril pour préparer la draft. Et puis on continuera de donner quelques infos de la NFL dans notre podcast hebdomadaire tous les lundis, qui est disponible, je vous le rappelle là aussi, sur toutes les plateformes de streaming, Apple, Spotify, SoundCloud, YouTube, Google Podcast, et j'en passe et des meilleurs. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à vous abonner à notre podcast. Voilà, merci encore de nous avoir écoutés, et à très vite du coup pour un nouvel épisode du podcast de The Free Agent. Ciao ciao.